Ce cours présente les principes de la tolérance et les moyens de manipulation de l'immunité. La tolérance immune est le fait de ne pas produire de réponse immune à un antigène, ou alors une réponse notablement faible, et ceci malgré un système immunitaire fonctionnel. Il s'agit d'un phénomène normal vis-à-vis des antigènes du soi, qui est essentiel dans la prévention des réactions auto-immunes. Il est en revanche peu fréquent vis-à-vis d'antigènes extérieurs, mais dans ce cas, l'immunité peut rester insuffisante à combattre l'agression, le micro-organisme ou le parasite. Elle correspond à plusieurs mécanismes pas toujours bien connus, et pourtant, la manipulation de la tolérance est un enjeu thérapeutique majeur dans le domaine des allergies, des greffes et des maladies auto-immunes. La première raison est l'absence des lymphocytes spécifiques de l'antigène. Et on trouve, c'est vrai, très peu de lymphocytes autoréactifs du fait d'un phénomène de sélection dans le thymus au cours de leur production. Il y a aussi des phénomènes de sélection des lymphocytes B lors de la production dans la moelle osseuse, mais ils sont encore peu connus. En pratique, on trouve encore des lymphocytes B autoréactifs qui sont souvent d'affinité faible et qui resteront peu actifs, non différenciés puisqu'ils ne pourront pas établir de coopération avec des lymphocytes T autoréactifs. La seconde raison est le phénomène d'anergie, qui est une voie de différenciation particulière vers l'hyporéactivité des lymphocytes spécifiques lorsqu'ils rencontrent l'antigène en l'absence de signaux accessoires activateurs. La troisième raison est l'existence de systèmes de sécurité, ce qu'on appelle des points de contrôle immun, afin d'inhiber certains mécanismes cytotoxiques. Enfin, la quatrième possibilité est une modification qualitative de la réponse immune qui conduit à la production de cytokines inhibitrices ou à d'autres mécanismes qui, in fine, rendent la réponse immune moins fonctionnelle. C'est le cas, par exemple, du principe de désensibilisation aux allergies, en modifiant le ratio Th1-Th2, et donc ce qui permet de réduire la production d'IgE. Une très grande partie de la tolérance dépend donc de mécanismes dans le thymus. Plusieurs millions de nouveaux lymphocytes sont produits chaque jour dans le thymus, chez le fœtus et le jeune, puis la production diminue pour se maintenir à quelques milliers chez l'adulte, puis quelques centaines chez l'individu très âgé. On connaît des maladies génétiques qui affectent le thymus et qui conduisent à une immunodéficience par manque de production des lymphocytes T. Les cellules précurseurs qui arrivent dans le thymus se transforment en thymocytes et interagissent alors avec les CPA du thymus qui leur présentent des auto-antigènes. Il peut s'agir des constituants normaux des cellules associées au CMH de classe 1 ou d'antigènes captés dans l'environnement cellulaire thymique associé au CMH2. Il va en découler 5 mécanismes de sélection, soit positifs, soit négatifs, qui vont faire évoluer la différenciation du lymphocyte au cours de sa maturation. Et ensuite, les lymphocytes T naïfs seront libérés dans la circulation. Donc le thymus agit comme un filtre. Les remaniements génétiques produisent de très nombreux clones au hasard et certains donc peuvent être autoréactifs contre nos propres antigènes. Et le système de sélection qu'on appelle éducation thymique bloque le développement de ceux qui sont autoréactifs et libère ceux qui ne sont pas à l'issue de ces 5 mécanismes positifs et négatifs. En définitive, cela revient à dire que le système crée des potentialités de reconnaissance de l'inconnu, le non-soi. Au passage, le système de reconnaissance conjointe développera les lymphocytes T avec le TCR les mieux capables d'interagir avec le complexe CMH propre à chaque individu. Sur ce schéma, vous allez voir les différentes étapes qui se déroulent dans différentes localisations du thymus. Le thymocyte est une cellule de transition qui n'a pas d'activité propre mais qui exprime le TCR, le CD4 et le CD8. S'il n'y a pas d'interaction avec la CPA qui présente des épitopes par les 2 classes de CMH,
la cellule meurt rapidement par apoptose. Si l'interaction est de forte affinité et correspond à une reconnaissance qui pourrait être efficace sur une cellule développée, le thymocyte reçoit aussi un signal d'apoptose. Donc, seuls les thymocytes qui interagissent avec une affinité moyenne sont conservés. Ils poursuivront leur développement en gardant seulement le CD4 ou seulement le CD8 en fonction que c'est avec le CMH2 ou 1 qu'ils ont interagi. C'est pourquoi on dit que le non-soi est finalement un soi modifié qui fixera avec une meilleure affinité la nouvelle version que la version initiale qui a créé le lymphocyte. Voici une figure qui illustre le phénomène de reconnaissance conjointe et donc l'ensemble des possibilités de liaison faible que fait le TCR avec à la fois le CMH et l'épitope. On peut donc retrouver les notions de gamme peptidique et de restriction syngénique qui ont été présentées dans le cours 10 sur ces schémas. Pour un épitope T que le clone T reconnaît avec une affinité donnée, il y aura une forte modulation de l'intensité de réponse selon le CMH qui le présente. Sur les 3 cas schématisés ici, selon que le CMH présente plus ou moins bien l'épitope et selon que le TCR s'accroche plus ou moins bien au CMH. Alors chez un individu, plusieurs CMH différents sont exprimés en même temps, comme cela a été vu dans le cours 10, et donc le thymus produira autant de sous-groupes de clones T capables de bien fonctionner avec chacun des CMH de l'individu. Alors l'anergie concerne des lymphocytes normaux après qu'ils soient sortis du thymus. Elle constitue le principal mécanisme inhibiteur s'ils sont amenés à reconnaître l'antigène dans des tissus normaux sans le contexte activateur d'une réponse immune standard. Il s'agit d'une voie de différenciation que subit normalement un lymphocyte naïf autoréactif s'il rencontre un auto-antigène dans un tissu sain présenté sur une cellule tissulaire. On parle alors d'anergie physiologique. Le lymphocyte deviendra hyporéactif et il faudra de fortes doses de cytokines, en particulier d'interleukine 2, pour lui redonner un fonctionnement normal. L'anergie est donc un phénomène réversible alors que la sélection thymique a abouti à une perte de la capacité de réponse. Tous les mécanismes ne sont pas encore bien connus, mais il semble que cela corresponde le plus souvent à la présentation d'antigènes par des cellules tissulaires, en ce qui concerne les CD8 et le CMH1, ou par des CPA immatures, en ce qui concerne le CD4 et la reconnaissance via le CMH2. Le TCR reçoit le signal spécifique associé à des paires qui sont soit des ligands inhibiteurs, soit des ligands activateurs. Dans la réponse normale, par réaction en réponse aux signaux de danger, on a des ligands activateurs. Dans un tissu sain, normalement, sans contexte d'anomalie, eh bien, il n'y a que les ligands inhibiteurs. De plus, ces ligands inhibiteurs peuvent être aussi produits par les cellules si elles sont soumises à de l'interleukine 10 ou autres cellules inhibitrices, autres cytokines inhibitrices qui ont été produites par des lymphocytes T régulateurs qu'on trouve normalement dans les tissus sains. Parmi ces paires de ligands, les points de contrôle sont des ligands récemment découverts qui modulent les interactions des cellules tissulaires avec les lymphocytes T et NK. Le ratio entre les ligands activateurs et inhibiteurs intervient alors dans la réponse, le type de réponse qui est induit en cas de coopération. La majorité de ces points de contrôle sont inhibiteurs. Ils limitent ainsi l'activité cytotoxique contre les cellules normales. Mais ces ligands présentent aussi l'inconvénient qu'ils protègent des cellules anormales, et plusieurs ont ainsi été identifiés dans les phénomènes de résistance des cancers. Donc, les stratégies thérapeutiques anti-cancer qui vont bloquer ces points de contrôle sont en fort développement. Les schémas vous illustrent les interactions normales et comment un anticorps monoclonal peut agir en neutralisant l'un ou l'autre sur la paire de ligands.
Alors on peut se poser la question, pourquoi y a-t-il plusieurs mécanismes à la fois de tolérance, à la fois sélection au niveau du thymus et anergie? On peut répondre qu'il s'agit d'un compromis. Que la sélection thymique est efficace, mais risque d'empocher une réponse ultérieure si le thymus ne produit pas de nouveaux lymphocytes capables de répondre alors qu'elle serait nécessaire, et que l'anergie permet une modulation dynamique, mais que c'est un mécanisme compliqué et qui donc présente des failles lorsqu'on a des agressions tellement différentes les unes des autres. L'avantage de ce système dynamique est qu'il est bien adapté dans le cas de la tolérance materno-fœtale. Alors certains tissus présentent une tolérance physiologique accrue, et principalement c'est le cas du foie. Le revers de la médaille est que la réponse immune n'est pas toujours efficace en cas de problème hépatique, d'où le grand nombre d'infections chroniques et de métastases qui peuvent affecter le foie. Alors dans ce tableau, cela récapitule un peu cette mécanique combinatoire entre immunité et tolérance qui dépend à la fois de l'antigène, du CMH et du contexte tissulaire. Donc on voit que les distinctions historiques qui ont été faites entre soi et non-soi et entre immunité humorale et cellulaire laissent en fait la place à une théorie de la continuité. La réponse immune efficace ne tient pas tant à un signal très fort, ça répond plutôt à l'accumulation de la combinaison de petits signaux inhibiteurs et activateurs. Donc la régulation de l'immunité, vous l'avez compris, un sujet très compliqué sur lequel on reviendra de nombreuses fois dans les modules suivants. Et pourtant, cela fait déjà longtemps qu'on utilise des produits immunostimulants, immunosuppresseurs ou des processus de modification de la réponse immune. Certains traitements sont bien établis. En particulier, dans les immunostimulants, on peut avoir la vaccination. Dans les immunosuppresseurs, on utilise les anti-inflammatoires. La désensibilisation est un peu plus fréquente, un peu plus récente, mais bien établie aussi. Pourquoi ? Parce que les médicaments ont fait l'objet de nombreuses études au cours de leur autorisation de mise sur le marché. En revanche, d'autres produits ont parfois une faible efficacité ou causent des effets différés graves. C'est pourquoi il faut les utiliser avec prudence. Il y a beaucoup de charlatans, bien plus que d'experts en nutrition, qui proposent des compléments alimentaires. Et attention au terme de booster le système immunitaire, parce que booster, c'est peut-être aussi créer des réactions auto-immunes. Donc il faut savoir faire la part des choses dans son activité de clinicien. Par exemple, le zinc est indispensable à l'activité du thymus, mais une alimentation normale couvre normalement les besoins de l'organisme. Donc ce tableau est une simple introduction du sujet que vous verrez bien plus en clinique. Et il reste de nombreuses pistes de recherche et aussi l'espoir de déboucher sur des traitements individualisés. Voilà un exemple de l'immunologie moderne avec des nouvelles perspectives dans la compréhension et la manipulation du système immunitaire. Lorsque on étudie par exemple des sous-populations lymphocytaires minoritaires peu représentées dans le sang, mais qui au final ont des activités qui peuvent être fortes. Donc ce cours de première année ne va pas développer tout ça, mais si le sujet vous intéresse, eh bien sachez que la communauté scientifique lyonnaise et française est en pointe sur le développement de nouveaux processus modulateurs de l'immunité. Par exemple, en utilisant des vecteurs pour apporter l'antigène selon la voie de présentation de l'antigène qui sera la plus efficace, plutôt que la voie spontanée de l'antigène tel qu'il est fourni naturellement. Enfin, pour finir ce cours, voici une dernière diapo sur les possibilités d'utilisation thérapeutique des cytokines. Le premier principe est d'administrer la cytokine in vivo. En pratique, très peu de cytokines s'y prêtent parce que cela peut causer des effets indésirables graves si la dose n'est pas adaptée. Il est par exemple impossible d'utiliser l'interleukine 2 ou le TNF car leur potentiel cytotoxique et inflammatoire est extrêmement élevé.
En revanche, cela fait déjà plusieurs années qu'on utilise les interférons de type 1 et de type 2 dans la lutte antivirale et anticancéreuse. On sait aussi que les déficits génétiques en certaines cytokines sont la source de réponses inadaptées, comme on l'a vu avec les formes sévères de Covid chez des personnes produisant moins d'interférons, et donc là il est logique de complémenter dans la cytokine manquante. Le second principe, au contraire, est d'inhiber la réponse immune ou inflammatoire dès sa source en utilisant des anticorps dirigés contre les cytokines ou contre les récepteurs cellulaires de ces cytokines. Le troisième principe est de manipuler in vitro les lymphocytes, puis ensuite les réadministrer aux patients une fois qu'on les a rendus plus efficaces. Alors, sur cet exemple, vous voyez un traitement individualisé du cancer dans lequel on récupère les PBMC du patient, on les cultive in vitro avec les cellules tumorales qui est récupérées à l'occasion d'une biopsie ou d'une première chirurgie de ce cancer, et ceci en présence de cytokines qui ne seraient pas du tout conseillées d'utiliser in vivo. Et donc pendant cette culture, les lymphocytes vont atteindre le stade de différenciation souhaitable, et si on les réadministre, ils vont avoir un effet antitumoral nettement supérieur à ce qu'il était initialement. Donc cette présentation finit juste sur une réflexion sur la place de l'immunothérapie en médecine humaine et vétérinaire. Il y a maintenant une explosion de nouvelles techniques par manipulation génétique et moléculaire du système immunitaire, comme déjà évoqué dans le cours 7. Donc vous voyez dans l'encadré à droite que vous pouvez vous poser des questions éthiques sur l'utilisation en médecine vétérinaire de ces nouveaux traitements qui sont complexes et coûteux, et sur la base de divers arguments à la fois positifs et négatifs. Fin de ce cours.